Bonjour, mesdames et messieurs. Le greffier peut-il annoncer l'affaire, s'il vous plaît? Oui, le procureur contre Dragoljub Kunarac, affaire numéro IT 9623 PT. Est-ce que les parties peuvent-elles se présenter? Pour le procureur, Madame Patricia Sellers et Madame Hildegard Urts-Reklaf. Monsieur le juge, je suis Igor Pantelic, je représente Monsieur Kunarac, je le représente avec l'accord de mon collègue Monsieur Prodanovic qui n'a pas pu venir ici aujourd'hui. Je suppose que votre chambre a reçu sa lettre comportant une explication de son absence. Je vous remercie. Monsieur Kunarac, pouvez-vous m'entendre? Oui? Oui, je vous entends. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, nous pouvons commencer avec cette audience. C'est la troisième audience, en fait, la comparution initiale de cet accusé. Comme vous le savez, cette chambre a émis une ordonnance après la deuxième audience portant la comparution initiale qui a eu lieu le 10 mars. C'était mardi dernier. Donc, d'après cette ordonnance, la comparution initiale reprend. Je lis maintenant cette ordonnance. Explain to the trial chamber Après consultation avec son représentant, the trial chamber has since received depuis la Chambre a reçu le 11 mars une lettre de M. Prodanovic dans laquelle il explique pourquoi il ne peut pas comparaître ici aujourd'hui. Et dans cette lettre de M. Prodanovic ou dans cette requête, il suggère que l'accusé pourrait être représenté par son collègue, M. Pantelic. La Chambre considère cette question comme très importante. From the last hearing. M. Prodanovic a été absent de la dernière audition sans la permission de la Cour. Et alors qu'il avait donné son accord lors de la fixation de la date de cette comparution, je lui ai moi-même demandé s'il serait disponible le mardi, c'est-à-dire le lendemain à 14h30. Il avait dit oui. Deuxièmement, M. Prodanovic n'a pas consulté son client après la première audience et avant de quitter la haie, de telle sorte qu'il ait laissé son client sans conseil juridique à un moment tout à fait crucial de notre procédure. Troisièmement, la Chambre n'a pas été informée d'excuses en aucune manière provenant de M. Prodanovic. Je me tourne maintenant vers M. Prodanovic afin de vous demander d'expliquer cet état de fait. Merci beaucoup, Monsieur le juge. Je suis autorisée, au nom de M. Prodanovic, de vous exprimer à l'ensemble de la Chambre toutes ces excuses. En effet, il m'a demandé de bien vouloir vous informer en détail des événements. Je voudrais donc vous porter à votre connaissance ces quelques éléments. Le 9 mars au soir, lundi soir, mon confrère a reçu un message urgent en provenance de Foča et de nouveau le lendemain 10 mars au matin. Il s'agit d'informations directement liées à l'affaire présente ainsi qu'à d'autres co-accusés.
le matin du 10 mars, avant notre conférence avec les membres du tribunal, avec le bureau du procureur, on m'a fait part de ces circonstances exceptionnelles. Et lors de notre entretien avec le bureau du procureur, il a également informé le procureur de ces événements. Et tout de suite après cette conférence, il a de nouveau informé le greffe et nous a demandé de bien vouloir informer la Chambre, car il estimait en effet que c'était la manière appropriée pour informer la Chambre. Monsieur Heinz, le député greffier, m'a parlé personnellement, car mon frère ne s'exprime pas en anglais. J'agissais donc en son nom et j'ai expliqué brièvement à Monsieur Heinz pourquoi Monsieur Bogdanovic devait s'absenter de la Haye avant la deuxième comparution initiale 62, au titre de l'article 62. Je voudrais insister pour dire que j'ai en effet vu le mémo interne qui a été envoyé par le greffe à la Chambre et j'ai noté que ce texte disait que M. Bogdanovic devait se rendre à Belgrade pour s'entretenir avec d'autres clients, mais c'est une erreur, car en fait, il s'agissait de Foča en Serbie et non pas à Belgrade. Je voudrais vous livrer quelques autres explications qui pourraient avoir une importance pour la Chambre et j'espère ainsi que vous serez satisfait de ces informations. Mais en raison de la nature de ces informations qui sont confidentielles, je vous demande de bien vouloir pouvoir le faire à huis clos, peut-être après la session présente ou à un autre moment, car mon confrère, M. Bogdanovic, m'a demandé de le faire ainsi, étant donné la confidentialité de ces questions. Bon, en ce qui concerne les agissements de votre confrère, M. Bogdanovic, je vais en rendre compte formellement. Votre honneur, dois-je m'asseoir ou dois-je me tenir debout? En effet, je vais répondre à votre question. Vous nous dites que les explications que vous voulez donner a un rapport avec la plaidoirie de culpabilité. Non, c'est lié aux raisons de son départ abrupt, qui pourrait avoir une importance pour la Chambre. C'est pour vous aider à comprendre. Ça n'a rien à voir avec le cas présent, avec l'affaire présente. Non, on verra ça après. Donc, très bien. Passons à la question de la plaidoirie. Et je voudrais demander au procureur si vous voulez bien nous parler des chefs d'accusation 40 et 43, c'est-à-dire autre que le chef d'accusation 41 pour lequel l'accusé a déjà plaidé coupable. Votre honneur, le procureur a parlé avec l'accusé en présence de son conseil et avec son conseil séparément, afin de bien comprendre les raisons pour lesquelles l'accusé a plaidé coupable. Le procureur n'a pas été satisfait des raisons données lors de cet entretien. Le bureau du procureur fait preuve d'une certaine flexibilité en ce qui concerne cette plaidoirie. Nous devons
informé la Chambre que nous ne sommes pas à même de laisser tomber les chefs d'accusation et nous demandons donc à la Chambre de fixer une date pour une conférence de mise en état afin de préparer le procès. Nous remercions la Chambre du temps qui a été consacré à cette affaire ainsi que la défense. Le procureur est maintenant prêt à passer au procès. Autrement dit, ce que vous venez de dire porte sur quel chef? Le chef d'accusation 41, ainsi que les autres. Nous ne souhaitons pas abandonner aucun des chefs. Et le chef d'accusation 42, violation grave, peut-être ultérieurement, mais pas aujourd'hui. Nous devons donc regarder de près le chef 41. All right. Now we have to clarify the question of the guilty plea. Nous devons clarifier la situation pour ce qui est du chef 41 où l'accusé a plaidé coupable. Vous savez, d'après nos règles de procédure et d'éléments de preuve, l'article 62 bis si l'accusé plaide coupable, il faut se satisfaire que le plaidoyer de culpabilité a été fait délibérément, qu'il n'est pas équivoque et qu'il existe des faits suffisants pour établir le crime et la participation de l'accusé à celui-ci, compte tenu soit d'indices indépendants, soit en l'absence de tout désaccord fondamental entre les parties sur les faits de l'affaire. Il s'agit donc de l'article 62 bis. Nous devons donc veiller à ce que cet article est en effet satisfait par rapport au plaidoyer de culpabilité portant sur le chef d'accusation 41. Concernant les faits, vous avez la parole, Monsieur Pantovic. Votre honneur, concernant les faits dont vient de nous parler le procureur, je voudrais dire que pour clarifier l'état mental et l'attitude de mon client par rapport à son plaidoyer de culpabilité, je voudrais dire que d'après notre analyse, nous nous sommes trouvés dans un contexte juridique particulier. Monsieur Kounaratz a plaidé coupable car il sait très bien qu'il est coupable de certains crimes, mais qui ne sont pas en rapport direct avec les chefs d'accusation tels qu'ils sont énoncés. Il a donc, de sa propre volition, décrit un certain nombre de faits et je crois qu'il serait utile à ce stade et tout à fait approprié d'entendre de nouveau M. Kounaratz pour que nous puissions avancer dans la procédure. Et comme l'a dit le procureur, nous sommes, nous, la défense, en mesure de faire une conférence de mise en état au cours de laquelle nous pourrons peut-être demander quelques clarifications.
car dans nos différents débats, nous sommes rendus compte que certains passages de l'acte d'accusation portaient sur son comportement d'avant 92 et pas forcément sur les chefs d'accusation tels qu'ils ont été énoncés par le procureur. Je propose donc que nous entendions à ce stade M. Kunaratz sur ces aspects. Merci beaucoup. Après avoir étudié l'acte d'accusation, il s'est avéré aux yeux de la Chambre que pour que l'accusé puisse présenter un plaidoyer valable, il faut qu'il perçoive clairement qu'il s'agit de répondre aux chef d'accusation mentionné dans l'acte d'accusation. Je voudrais donc demander à l'accusé quel est son plaidoyer exact par rapport au chef d'accusation. Comme vous le savez, le viol est basé sur l'article 7.1 des statuts, participation directe au viol. Encore le 7.1 des statuts. Et là, il s'agit d'aider ou de participer au viol. Article 7, étant donné sa responsabilité pour un viol commis par des subordonnés. Puis, l'article 5, le viol en tant que crime contre l'humanité, notamment dans le cadre d'actes à l'encontre de la population musulmane de Foča. Il faut donc veiller à ce que l'accusé comprenne entièrement l'impact de son plaidoyer. Nous souhaiterions maintenant demander à l'accusé de bien vouloir préciser ces différents éléments. Ensuite, je me tournerai vers le procureur afin de poser une question sur les faits qui sous-tendent les différents chefs, notamment en ce qui concerne la torture, le viol et d'autres chefs. Portent tous sur les mêmes faits. Autrement dit, est-ce que les mêmes faits ont été classés par le procureur dans les chefs d'accusation comme étant de la torture et du viol? Je donne la parole au procureur. C'est justement cela. Chacun des chefs d'accusation porte sur les mêmes faits. Il s'agit de chefs d'accusation cumulatifs. Il y a quelques différences juridiques dans les différents chefs d'accusation, mais en effet, ces chefs portent sur les mêmes faits. Et nous comprenons fort bien, d'après le fond, que l'accusé a été impliqué dans le viol de 5 femmes qui ont été mentionnées dans les différents chapitres de l'acte d'accusation. Donc, c'est clair pour ce qui est du 7.1. Il a lui-même accompagné des femmes sur les lieux des vols. L'article 7.1 s'applique sans aucun doute du statut. Et nous pensons également que l'article 7.3 porte également sur ces faits. That means, if you don't mind, I would like to insist on this point. Say, for instance, prenons le cas du chef 40, crime contre l'humanité, 41 également. Alors, le crime contre l'humanité au chef 40, c'est la torture, alors que le 41, c'est le viol.
Alors, si j'ai bien compris, ce double classement porte sur les mêmes faits. C'est bien cela? Oui, répond le procureur. Vous avez parlé d'infractions graves, la torture et violations graves aux lois et coutumes de guerre, de nouveau pour les mêmes faits. Donc, vous parlez de torture. La différence, c'est qu'il s'agit d'un conflit armé ou d'un conflit armé international. Vous n'avez donc pas encore décidé si vous allez abandonner le chef d'accusation 42. Nous verrons après la conférence de mise en état, si vous voulez bien, monsieur le juge. Merci beaucoup. Ayant clarifié le point de vue du procureur, j'aimerais maintenant passer au plaidoyer de culpabilité de l'accusé. D'après nos règles de procédure et d'éléments de preuve, il faut que ce plaidoyer soit de plein gré. Je demande donc à l'accusé de se lever et de bien vouloir répondre à mes questions. Monsieur Kunarat, est-ce que vous avez formulé ce plaidoyer de votre plein gré? Personne ne vous a forcé à le faire? Quand je me suis déclarée coupable, je l'ai dit parce que je me sentais coupable. D'un point de vue moral, mental, c'était mon sentiment. Donc, s'il y a un problème ici, le seul problème, c'est que je voudrais expliquer pourquoi je plaide coupable. Effectivement, j'ai participé à certains agissements et j'ai essayé d'expliquer au procureur ce matin pourquoi je plaidais coupable, pourquoi je me sentais coupable. Ce matin, j'ai dit que j'ai fait personnellement certaines choses et ici, je plaide de nouveau que je suis coupable dans le contexte que j'ai expliqué ce matin au procureur. Je ne sais pas si le procureur m'a bien compris ce matin. Si ce n'est pas très clair, je devrais mentir à mes propres sentiments et dire je ne suis pas coupable. Donc, lors de l'audience, je devrais être dans la situation où la Chambre doit décider si je suis coupable ou pas. En tout cas, je voulais plaider coupable par rapport à ce que je ressentais personnellement par rapport à cet acte d'accusation. J'ai parlé avec mon conseil de la défense même avant de mon plaidoyer et je ne voulais à aucun moment donné mentir ce tribunal car je suis venu ici de mon plein gré en tant qu'un homme honnête afin de dire la vérité. C'est pour cela que je suis ici. Et ma culpabilité est telle que vous pouvez la voir. C'est à vous de voir quelle est le degré de ma culpabilité. Merci, Monsieur Kunarat. Ma question était plus spécifique. Est-ce que vous avez été forcé à plaider coupable par rapport au crime contre l'humanité ou est-ce que vous avez plaidé coupable de plein gré? Monsieur Kunarat, personne ne m'a forcé de plaider coupable. Monsieur le Président, je vous remercie. Maintenant, nous devons passer à l'article 62 bis, c'est-à-dire que le plaidoyer de culpabilité ne peut pas être équivoque. Donc, vous devez être tout à fait conscient des implications juridiques de votre plaidoyer de culpabilité. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, vous avez été accusé dans l'acte d'accusation de crimes contre l'humanité et de viol. Et ceci de manière différente. D'abord, la participation directe à l'acte de viol. Donc, je me réfère ici à l'article 7A du statut. Ensuite, vous avez été accusé parce que le bureau de procureur dit que vous avez assisté à la commission du viol conformément à l'article 7.1 du statut. Ensuite,
ensuite, vous avez été également déclaré responsable des viols qui ont été commis par vos subordonnés, que vous n'avez pas prévenu, que vous n'avez pas empêché de commettre ces viols. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être énoncé dans l'acte d'accusation? Je suis tout à fait conscient de ce qui est dans l'acte d'accusation. L'accusation a une image tout à fait faussée sur tout ce qui se passait sur le terrain à cette période-là. Donc, si vous voulez que je vous donne une déclaration dans ce sens, et si le plaidoyer que j'ai explicité ce matin à l'accusation, quand je parlais de mon sentiment de culpabilité, je serais obligé de dire que je ne me sens pas coupable, que je ne plaide pas coupable par rapport à des crimes contre l'humanité. Quand j'ai plaidé coupable, je ne voulais pas mentir sur ma culpabilité. Je plaide coupable, je me sens coupable, comme je l'ai expliqué ce matin à l'accusation lors de notre entretien. Et si ceci entre dans le cadre du crime contre l'humanité, à ce moment-là, je n'ai pas bien, ça m'a été pas bien expliqué par rapport aux articles 41, 42, 43. Je ne sais pas s'il s'agit donc des crimes les plus graves. On parle dans ces articles des viols sans utilisation de force. Mais étant donné les circonstances dans lesquelles ces crimes ont été commis, j'ai pensé que c'était pour moi le seul moyen de plaider. Et si l'accusation réfute mon plaidoyer, si l'accusation estime que mon plaidoyer n'est pas conforme à ce qui s'est passé, je serai obligé de retirer mon plaidoyer de culpabilité. Sinon, il va falloir effectivement avoir une audience, en fait un procès pendant lequel on entendra tous les arguments de ce procès. Et à mon avis, l'accusation a tort, a complètement tort à ce sujet. Mr. Kunaratz,